Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Aujourd'hui, je vous parle de mes galères. Les galères, on sait, ça fait partie intégrante du voyage. C'est aussi pour ça qu'on dit, je pense, que ça forme la jeunesse. Et en tant que nomade, et quand on est solo, ça prend encore une autre dimension. On va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, on voit les nomades avec leur ordi en train de boire des cocktails sur la plage, mais c'est une vision vraiment restreinte. Donc dans cet épisode, je vous emmène dans les coulisses pas toujours hyper instagrammables de ma vie de nomade en solo. Et je vous partage mes 4 plus grosses galères. Elles m'ont beaucoup appris et j'espère que les leçons que j'en ai tirées vous aideront, vous aussi. Allez, c'est parti! Alors ma première galère, pour un peu de contexte, c'était le jour de mon grand départ pour ma vie de nomade. En gros, j'avais eu plusieurs expériences progressives, de nomadisme avec une durée de plus en plus longue. Je suis partie d'abord 5 jours, chez de la famille et puis après j'ai enchaîné plusieurs, semaines en changeant un peu de destination, mais toujours chez la famille. Ensuite, je suis partie à l'étranger un peu plus longtemps et cette, galère se passe le jour de mon grand départ, c'est-à-dire que j'avais vraiment pris la décision de quitter l'appartement de ma maman. Jusque-là, je vivais encore, chez ma mère et là, c'était mon départ à la fois dans ma vie nomade, mais aussi c'était la première fois que j'allais vivre toute seule. Je partais donc de chez ma maman avec l'intention d'y revenir que de manière exceptionnelle. En fait, je quittais un peu le nid quoi, j'avais plein de peurs, de doutes et j'avais vraiment cette particularité que mon départ de chez mes parents concordait avec mon saut dans une vie nomade. Donc ce jour-là, j'avais un avion pour Séville. Je partais pour 4 mois en Andalousie. Mon vol était à Beauvais, donc c'était un vol Ryanair et j'avais checké tout la veille, j'avais checké mon app, il y avait écrit sur l'application vol à l'heure, donc j'avais fait ma valise, dit au revoir à ma maman, à mes potes et tout. Je prends le métro, 3/4 d'heure de métro jusqu'à Porte-Maillot. J'arrive à Porte-Maillot, je prends ma navette, je vais jusqu'à Beauvais. J'arrive à Beauvais super en avance et tout. Je vais voir le tableau d'affichage et je vois pas de vol à direction de Séville à mon heure. Enfin, pas du tout même. Donc je vais demander au comptoir. Donc je vais demander au comptoir: «Excusez-moi, je vois pas mon vol». Je leur montre mon application, il y avait écrit en gros en vert, «Vol à l'heure». Ils me disent: «Ah mais non madame, votre vol il existe pas, il a été annulé il y a 15 jours». Donc je leur montre l'app en me disant: «Me prenez pas pour une teubée quoi» et en fait c'est Ryanair quoi donc et ils me disent qu'ils m'avaient envoyé un mail, j'ai jamais reçu de mail, ni dans les spams ni rien. Bref, mon vol est annulé, c'est la panique, je m'effondre en larmes totales, j'appelle mon papa en pleurant, lui il pouvait rien faire pour moi, mais bon, voilà. J'ai eu en fait un énorme moment de doute parce que je me suis dit: «Purée, mais en fait ça se trouve c'est un signe, il faut pas que je parte». Enfin voilà, je me suis fait tous ces films-là dans ma tête. Finalement, je suis rentrée chez moi avec ma valise, un peu la queue entre les jambes. J'ai tout réorganisé en panique. Le vol, je l'ai reporté le lendemain. Il y avait la propriétaire de mon Airbnb qui devait me chercher à l'aéroport de Séville et m'emmener directement Blablacar, en fait, à l'appart parce qu'elle avait, ce jour-là, elle était à Séville par chance. Donc en fait, je réorganise tout. Je dois retrouver un train de Séville jusqu'à Cadix où j'allais, m'organiser, pour prendre des bus, pour relier l'aéroport à la enfin, tout réorganiser quoi, sachant que le lendemain, c'était un lundi donc je travaillais. Du coup, j'ai passé mon dimanche après-midi à travailler pour compenser les heures que j'allais pas pouvoir, faire le lendemain ou en tout cas que j'étais pas sûre de pouvoir faire parce qu'avec l'aéroport, on n'est jamais, certain, quoi. Bref, le dimanche soir, je me retrouve assise au bar avec mon meilleur pote, exactement au même endroit que la veille où j'étais en train de lui dire au revoir pour 6 mois et en fait 24 heures après, on était toujours assis devant la même bière au même bar. Donc j'ai vraiment un gros sentiment d'échec ce jour-là. Mais bref, après 24 heures finalement, j'étais arrivée à Cadix, installée, je kiffais un magnifique sunset, sur la super jolie plage de La Caleta à Cadix
C'était pas le dernier, j'y retourne, bientôt d'ailleurs, donc ce lieu, il se trouve que ça a une immense place dans mon cœur et je suis hyper heureuse de pas avoir renoncé à cette expérience à cause d'un vol annulé finalement, mais sur le moment, ça a été beaucoup de galères, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes, surtout que c'était vraiment tout nouveau à l'époque, donc voilà, j'en avais beaucoup douté. Mais à la fin, j'ai quand même vraiment appris beaucoup de choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, prendre un vol Ryanair. J'ai jamais été remboursée des frais supplémentaires que l'annulation a engendrés, donc évidemment, j'ai fait comme l'aller et retour en navette là-bas, donc c'est quand même 30 € l'aller et retour, il me semble. Plus, bah, j'ai dû réserver un billet de la veille pour le lendemain, donc forcément, ça m'a fait des frais. Le prix était supérieur au billet que j'avais pris initialement et que j'avais réservé genre 1 mois ou 2 mois avant. Ils ont rien voulu entendre, j'ai jamais eu aucun remboursement ni rien. Donc ça, c'est la première erreur que je ne ferai plus, de prendre un vol Ryanair. La deuxième chose, c'est que si on travaille en entreprise, comme c'est mon cas, je pense que c'est toujours mieux de voyager un samedi pour avoir un jour de battement en cas de galère. Après, on n'a pas toujours le choix, il y a des destinations où il y a pas des vols, tous les jours, mais c'est peut-être mieux maintenant moi je suis plus sereine, soit, je prends mon vol, le matin, si je voyage un dimanche, soit sinon, j'essaie de voyager plutôt le samedi. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on finit toujours par retomber sur ses pattes finalement, tant qu'on est en sécurité, tant qu'on n'est pas en danger, il faut relativiser, rien peut être vraiment bien grave. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de sous en marge pour, rectifier le tir. Si j'avais pas été capable de sortir les sous pour le billet d'avion, donc c'était, il me semble, 150 € plus, bah, l'aller-retour pour Beauvais, plus le billet de train pour aller de Séville à Cadix et les tickets de métro et cetera, ben, en fait, j'aurais été vraiment embêtée. Donc c'était bien d'avoir, cette marge-là. Là, en l'occurrence, c'était pas une somme énorme, mais j'imagine sur un vol plus long, et ben, peut-être que ça aurait pu être plus cher et auquel cas, ben, j'aurais été soulagée quand même d'avoir cette marge-là. Et pour finir sur cette galère, j'en ai eu une autre du même style. Donc c'était au mois de mai cette année, donc 8 mois après, je pense, 8-9 mois après. Et à ce moment-là, j'étais à Grande Canaria, donc sur, une île des Canaries et j'avais un vol pour Madrid. Donc c'était super tôt, je me suis levée à genre 4 h ou 5 h du matin, j'ai rangé mon appart, enfin j'ai rendu les clés et tout. J'ai pris le bus pour aller à l'aéroport et là, je me suis endormie dans le bus. Genre j'ai dormi, je pense 10 minutes, mais c'est les 10 minutes où j'ai loupé ma station et la station de l'aéroport donc, et le bus après il s'arrêtait plus jusqu'à arriver à l'autre bout de l'île. Donc moi je me suis retrouvée à l'autre bout de l'île avec ma valise de 20 kilos là, avec un bus qui passe toutes les heures. Mon vol était dans genre 1 heure et demie, donc évidemment pas le temps d'attendre le prochain bus. Et là, ben oui, j'étais un peu stressée, mais j'ai pas paniqué, je me suis pas effondrée en larmes. J'ai marché jusqu'à une station de taxi, j'ai demandé aux gens autour de moi, où est-ce qu'il y avait des taxis. J'ai marché jusque-là, j'ai parlé au gars, je lui ai dit: «Écoutez, j'ai mon vol dans 1 heure ou 1 heure et quart, je me rappelle plus, c'est chaud, est-ce qu'il y a moyen que vous speediez?» Il m'a dit: «Pas de souci» et tout. Il a roulé un peu vite, mais bon, en même temps, aux Canaries, ça roule vite de toute façon et j'ai finalement eu mon vol. Mais j'ai pas paniqué et quand bien même je l'aurais pas eu, ben, j'ai relativisé en disant: «Je sais qu'à la fin, j'arriverai quand même à ma destination et même si ce serait galère d'organisation et ben, je réorganiserai les choses et j'arriverai à bon port». Donc j'ai quand même évolué avec le temps et la première galère m'a vraiment appris à relativiser sur ce genre de situation. La deuxième galère est vraiment propre au nomadisme et en particulier au nomadisme digital. Comme j'ai déjà dit, je travaille à distance à 100 et je suis salariée pour une entreprise. Et un matin, je me lève, j'étais à Athènes à ce moment-là, c'était cet été et il y avait un pet sur mon écran d'ordinateur, donc l'ordinateur de mon entreprise, hein, pas le mien. Écran noir, impossible de travailler. Donc j'ai paniqué. Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai trouvé un centre de réparation Apple qui était dans la banlieue d'Athènes là. J'ai crapahuté jusque là-bas en bus. Ils me disent qu'ils ont besoin de 5 jours de réparation, donc c'était impossible pour moi en fait, de leur laisser parce que je pouvais pas ne pas travailler pendant 5 jours. Par contre, j'avais remarqué qu'en fait, mon ordi marchait, mais c'était l'écran qui ne fonctionnait plus. Du coup, il fallait que je trouve un écran externe. Donc j'ai fait 2, 3, 4 centres commerciaux à Athènes. Il y en avait aucun qui avait un écran externe portable. Aucun.
fallait tout se commander, livrer et tout et j'avais eu une mauvaise expérience de livraison avec Amazon où le truc était arrivé je sais pas combien de temps en retard, j'avais galéré à aller le récupérer à la poste, enfin bref. Finalement, j'ai appelé ma proprio pour lui demander si elle connaissait genre, un coworking avec des ordis ou alors un coworking avec des écrans externes où je puisse moi connecter mon ordi. Elle m'a donné un nom, j'ai été voir mais c'était fermé. Elle m'a dit: «Rentre, à la maison j'ai des télés qui peuvent faire moniteur externe, on va essayer de connecter, un truc». Je suis rentrée, j'étais quand même vraiment stressée parce que j'avais passé toute la matinée à trapahuter dans Athènes, à droite, à gauche, machin. J'avais aucune solution qui se dessinait, j'avais un call important en plus, l'après-midi. On a passé 2 heures qui m'en ont paru, je pense 10 à essayer de connecter les télés, parce qu'en fait, c'était des télés qu'elle avait qui pouvaient faire office d'écran externe. La galère, c'est que moi, j'avais pas d'écran, donc pour connecter, aller dans les paramètres, machin, c'était un peu l'angoisse. À la fin, on a finalement réussi. Finalement, donc l'après-midi, j'ai pu faire mon call important avec mon deuxième écran et tout, enfin, du coup, qui était mon seul et unique écran. Mais voilà. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai gardé mon ordi comme ça en travaillant avec un écran externe jusqu'à mes vacances qui étaient 3 ou 4 semaines après. Pendant mes vacances, j'ai donné mon ordinateur en réparation à Athènes et je l'ai récupéré avant de partir d'Athènes. Il se trouve qu'en termes de date, je pouvais le faire donc ça s'est bien organisé. Bref, ce jour-là, ce que j'ai appris, c'est que c'était hyper important d'avoir un soutien, un matériel et 2 émotionnel et ça, la propriétaire me l'a apporté. Donc j'ai vraiment eu énormément de chance de l'avoir. Je pense qu'on a vraiment tissé des liens très forts suite à cette expérience. Parfois, ça vaut le coup, surtout quand on est dans un pays où on parle pas la langue, ce qui était le cas pour moi en Grèce, un pays que je connaissais pas du tout. Bah, ça vaut le coup d'être dans une structure où on a un peu d'entourage. Tout l'immeuble était un immeuble de famille. C'était que des Airbnb et la famille, de la propriétaire et donc il y avait les voisins qui étaient là aussi. Il y en avait d'autres qui travaillaient en remote. Donc parfois, on se retrouvait sur la terrasse, qui était un espace commun, on travaillait ensemble. Il y en avait plein qui connaissaient des coworking. Enfin, je savais que j'étais pas toute seule sur une galère comme ça et que j'aurais pu trouver, de l'aide auprès de cette communauté-là et ça, c'était vraiment précieux. Après, si j'avais pas eu ça, je savais aussi que j'étais à Athènes et Athènes, c'est quand même une grande ville où il y a plein de nomades et je pense que j'aurais pu trouver un bon plan avec un ou une nomade qui m'aurait dépanné un écran externe ce jour-là, enfin voilà, donc c'est important, je pense, de choisir des lieux qui sont centralisés, c'est-à-dire de pas être dans une, ville au milieu de la campagne si on n'a pas de voiture, et qu'on n'a pas de solution de backup. On peut aussi avoir une solution de backup, donc moi maintenant, j'ai un iPad en plus qui, backup mon ordi. Même si mon iPad est perso, je me dis que ça peut quand même, dépanner en cas de grosse galère. Ça m'a aussi appris que ça vaut la peine de prendre une assurance voyage. Parce que là, dans mon cas, pour faire réparer mon écran, donc il fallait faire changer l'ensemble de l'écran, j'en ai eu pour 500 €. J'ai avancé, mais par contre, j'ai été remboursée complètement, intégralement. Je vais pas recommander mon assurance parce que j'en suis pas très contente. Je suis chez Ava et j'ai dû faire tous les papiers toute seule, toute la paperasse, envoyer les documents. En fait, l'assureur, c'est pas directement Ava, c'est une autre, entité qui s'appelle AIG. Donc j'ai dû parler directement avec eux en anglais. Enfin bon, je me suis vraiment débrouillée toute seule. J'ai pas eu d'assistance, j'ai pas eu de facilitateur par Ava alors que vu le prix que je paye, franchement, je trouve que ça aurait été normal qu'ils prennent le temps de m'aider à gérer tout ça. Mais au moins, à la fin, j'ai eu mes sous remboursés et donc c'est quand même rassurant de savoir que, même si je renverse mon café sur mon ordinateur parce que je suis pas bien réveillée et que justement je n'ai pas bu assez de café par exemple et ben, c'est aussi couvert par mon assurance. Ça, c'était vraiment hyper important pour moi, quand je l'ai choisi. Ma troisième galère, elle est assez récente. C'était en septembre, donc il y a, ouais, 2-3 mois. Je devais partir en Algarve, donc dans le sud du Portugal et un vendredi soir, 7 jours avant mon départ, je reçois un message qui me dit que ma réservation Airbnb est annulée. Soi-disant, il y a des problèmes de canalisation dans l'appart et la proprio doit faire des travaux. Bon, j'y crois pas trop parce que c'était un appartement que j'avais réservé plus de presque 6 mois à l'avance, je crois, qui était un super bon plan partagé. J'étais pas toute seule, on était 2.
Vraiment, le prix était assez bas pour la saison, la localisation et le fait que, bah, il y ait 2 chambres et 2 salles de bain indépendantes donc c'était quand même vraiment un très bon plan. Du coup, je crois pas trop à l'annulation, pour, problème, machin. Mais bon, le fait est que je me retrouve sans appart à 7 jours de mon départ, que je suis censée partager avec quelqu'un donc je peux pas, réorganiser ma vie comme je voulais parce que, ben, on était 2 dans l'histoire et en plus, je devais faire un aller-retour dans le cadre de mon travail salarié vers Paris et pour ça, j'avais déjà pris tous mes billets, donc d'avion non seulement, mais aussi les billets qui allaient de la petite ville où j'étais jusqu'à l'aéroport. Donc le bus d'abord, puis l'avion après. J'avais tout réservé, genre 3 jours avant d'avoir l'annulation, avec une grosse partie qui était pas remboursable et puis même, il y aurait eu des frais d'échange qui auraient été aux frais de mon entreprise donc c'était pas possible. Enfin, je pouvais pas eux, c'était pas leur problème, quoi. Donc j'allais pas leur demander de payer plus, parce que réservation annulée, donc ça me contraignait à rester dans la même zone géographique quand même. Donc, on est dans une situation où j'ai plus d'appart, je pars dans 7 jours. Ça aurait pu être pire parce qu'il se trouve que j'étais à Paris à ce moment-là, j'étais rentrée, pour, voir ma famille, J'aurais pu annuler mon vol, rester 5 semaines de plus à Paris et juste pas aller, à l'endroit que j'avais prévu, même si j'aurais perdu de l'argent dans l'histoire. Donc j'aurais pu rester à Paris, mais j'avais pas du tout envie. J'ai dû tout réorganiser. Du coup, j'ai passé mon week-end assez stressant à publier sur des groupes Facebook, à faire des études comparatives pour trouver une solution. J'ai aussi appelé ma coloc pour trouver une solution qui nous aille à toutes les 2, qui soit abordable. Finalement, on a trouvé un super appart. Les propriétaires, c'était un couple super gentil. Je les ai appelés, je les ai eus au téléphone. Le seul truc, c'était que l'appart était dispo qu'1 semaine après ma date d'arrivée, donc je suis restée 1 semaine en auberge de jeunesse entre les 2. J'ai fait le choix de pas décaler mon vol et de partir quand même et de rester en auberge jeunesse. Donc j'ai eu de la chance beaucoup parce que je suis tombée sur une auberge qui était toute petite, où il y avait peu de monde, peu de passages et du coup, c'était très facile de travailler là-bas parce que c'était un peu mon stress, en étant en auberge jeunesse, c'était de pas pouvoir travailler correctement. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là et puis j'ai aussi eu de la chance parce que les propriétaires étaient vraiment très chouettes, donc on a eu une excellente expérience humaine qu'on n'aurait certainement pas eu avec Airbnb, en fait. Bref, ce que j'en ai appris, c'est que Airbnb, c'est une solution que je choisissais souvent parce que justement, dans mon esprit, ça m'offrait une certaine tranquillité, mais en fait, non. Leur assistance a été assez lamentable comme, souvent. Airbnb ne m'a pas du tout aidée, là non plus. Ils m'ont proposé des trucs qui étaient, à 3 fois le prix, de ce qu'on avait initialement et qui étaient, à une demi heure du centre-ville, donc pas du tout accessible sans voiture. Enfin, ça n'allait pas du tout, c'était vraiment n'importe quoi. À part des sous que j'ai eus, et la majeure partie d'ailleurs, c'est sous forme de coupons de réduction. En fait, ça m'a juste obligée à refaire une, réservation chez eux alors que je ne l'aurais pas faite sinon. Le service client est vraiment pas ouf et donc c'est très compliqué de communiquer avec eux. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec Airbnb et j'ai décidé depuis peu que je ne reprendrai plus cette solution parce que le fait qu'on paye une commission pour avoir une assistance, bah, quand elle est pas au rendez-vous, je trouve vraiment pas ça normal. Bref, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup et je pense que j'éviterai au max ça à l'avenir. L'autre point positif de cette galère, c'est que ça m'a donné envie de rester chez l'habitant parce qu'en fait, les propriétaires de l'appartement qu'on a loué, ils avaient aussi cette solution-là chez eux, où ils accueillaient des gens, en fait et ça m'a trop donné envie de tester. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire en janvier, là, quand je retourne à Cadix et cette galère m'a ouvert un nouveau type d'expérience donc c'est un point positif, finalement. Ma quatrième galère et la dernière dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la perte de mon téléphone. Donc j'étais à Tenerife à ce moment-là et bon, je sais pas s'il a été volé ou perdu. Il a peut-être été volé, mais je sais que je suis très dans la lune parfois et je suis vraiment capable d'aller aux toilettes, de laisser mon téléphone sur le lavabo et de juste l'oublier là, quoi. Donc plein de fois, j'ai eu beaucoup de chance, les gens sont trop sympas, ils me le ramènent, de X ou Y manière. Mais là, en l'occurrence, bref, j'ai perdu mon téléphone. J'étais avec une coloc à ce moment-là aussi et il se trouve qu'elle avait un vieux tel, de secours et elle m'a dépannée pendant quelques jours. En fait, j'espérais retrouver le mien. On a appelé plusieurs fois le poste de police et cetera pour savoir si quelqu'un leur avait ramené. On a appelé les restaurants qui étaient autour de la zone et tout. Mais ça a pas marché, donc finalement, j'en ai racheté un. Sauf que le problème était loin d'être réglé parce qu'une fois que tu as acheté un téléphone, c'est bien, mais tu as toujours pas de carte SIM
Et aujourd'hui, tout se fait avec un code de validation, soit sur le téléphone, que je n'avais plus, soit en recevant un code par SMS, ce que je ne pouvais pas faire puisque je n'avais pas de carte SIM. Donc j'étais dans une situation où je ne pouvais plus faire de virement bancaire, par exemple. Je pouvais plus accéder à mes comptes, je pouvais plus accéder aux réseaux sociaux dans le cadre de mon travail, par exemple, c'était relou. J'ai recommandé une carte SIM, sauf qu'elle arrive à l'adresse de mon domicile et comme quand on est nomade, on est obligé d'avoir une adresse fixe. L'adresse de mon domicile, c'est chez ma maman, officiellement. Donc elle est arrivée 4-5 jours après, mais chez ma maman, à Paris. Et moi, j'étais aux îles Canaries. Donc ma maman me l'a renvoyée tout de suite, mais elle a mis 1 mois à arriver jusqu'à moi. En plus, j'ai galéré à la récupérer, pareil, j'ai dû aller je sais pas combien de fois à la poste, bref. Donc en l'occurrence, j'ai juste passé 1 mois sans faire de virement bancaire. En fait, j'avais même plus accès à mon application bancaire, je pouvais pas voir, quel solde j'avais sur mon compte. Donc c'était quand même, pas très pratique. Heureusement, ma maman y avait accès pour moi, donc ça, c'était un soulagement dans ce cadre-là. Après, faut aussi penser que là, moi, par exemple, j'ai fait envoyer la carte, pas à l'endroit où j'étais, mais à l'endroit où j'allais être, 10 jours après, je sais plus, je déménageais, mais pour être sûre que j'allais la récupérer et j'ai bien fait vu que ça a mis 1 mois à arriver. Mais si on bouge plus souvent que moi, faut pouvoir anticiper où on sera et ça, c'est pas forcément facile. Ou alors en cas de galère, faut se stabiliser à un endroit, donc ça, c'est pas forcément évident à gérer et en plus, moi, j'avais eu la très bonne idée de laisser ma carte bancaire, physique dans la coque de mon téléphone. Donc j'avais plus cette carte bancaire-là non plus. Heureusement, j'en avais 2. J'en ai toujours 2 quand je voyage et je les garde à 2 endroits différents. Je fais pareil d'ailleurs avec, le passeport et la carte d'identité. J'en ai toujours, un, qui reste chez moi et l'autre, sur moi si j'ai besoin ou alors quand je prends l'avion, j'en ai un dans ma banane et un dans mon sac ou peu importe, mais je les garde pas au même endroit comme ça si jamais j'ai un vol, j'ai toujours une solution de secours. D'ailleurs, ça, c'est pareil, ça m'a servi. Là, je viens de déménager et j'ai laissé mon passeport dans mon ancien Airbnb. Donc, heureusement, j'ai toujours ma carte d'identité. Finalement, tout va bien se passer. J'ai une amie qui a récupéré mon passeport et qui va me le renvoyer. Mais c'est bien de les avoir à 2 endroits différents. Ce que j'ai fait aussi suite à ça, c'est que j'ai acheté un cordon là, que je mets au bout de mon téléphone, un peu comme les grands-mères, avec leurs lunettes là, mais avec le téléphone. Comme ça, j'attache à chaque fois le cordon à la ceinture de mon pantalon là et quand je sors, comme ça, je suis toujours attachée avec et déjà ça évite les vols, je pense. Je pense que je le sentirais, plus facilement si quelqu'un me le volait et ensuite de ça, tout simplement, moi qui suis tête en l'air, ça m'évite de le poser à un endroit et de l'oublier. Donc jusque là, c'est efficace, je touche du bois et donc cette galère-là m'a appris, 1 à faire plus attention à mes affaires et 2 que ça a confirmé qu'il fallait vraiment avoir les choses super importantes comme ça au maximum en double et à 2 endroits différents. Au cas où on en perde un des 2, on a toujours une solution de repli. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura fait relativiser sur les galères de nomades en solo. Parce que oui, on en a. Mais dans la vie, même sans être nomade, on en a aussi finalement. Bref, j'espère que les leçons que j'ai tirées de ces galères pourront rendre les vôtres un peu plus smooth. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, alors vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et suivre mon compte Instagram @bychloev. Surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Allez, à très vite!